Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Vin Blog, hein, donc à l'Alsace, toujours au sujet, toujours et encore. Et donc, où est-ce qu'on est? Bonjour, Dominique Malo du domaine Malo à Unavir, dans le centre Alsace, une entreprise familiale de producteurs de vin depuis plusieurs générations, avec une dominante de Grand Cru sur le Rosacer et le Mandelberg, dont nous allons goûter un petit échantillon. Des vins qui sont produits en lutte raisonnée avec un minimum d'intervention, notamment en cave. D'accord, donc vous êtes vigneron indépendant. Voilà. Vous avez 7 hectares. Nous avons 7 hectares de vignes pour une production d'environ 50 000 bouteilles par an qui sont vendues principalement en France mais également à l'étranger. D'accord. Et donc vous avez prévu quoi comme sélection de vins alors? Donc nous allons faire une trilogie sur 3 cépages, un Riesling, un Pinot Gris, un Gewürztraminer. Et nous allons commencer par un Riesling du Grand Cru Rosacer en qualité vieille vigne, des vieilles vignes de 55 ans dans le millésime 2004. D'accord. Donc un vin qui commence à s'ouvrir, on commence à percevoir des arômes un peu minéraux. C'est vrai que la minéralité est présente. Qui est une spécificité du Grand Cru Rosacer, ce côté pierre à fusil qui va évoluer vers des notes plutôt hydrocarbures, voire on appelle ça des notes un peu pétrolées, même si le terme fait parfois un peu sourire, voire un peu cire. On a aussi à côté cire d'abeille, effectivement, et puis dans sa jeunesse, plutôt des arômes de fruits blancs, la pêche, un peu la mirabelle aussi. Un vin qui est d'une grande droiture, avec une acidité très fine. Un vin de gastronomie qui convient très bien avec un poisson en sauce, un poisson en chair grasse. Il y a l'autre, du saumon, du cendre, pourquoi pas, avec une en sauce. Il y a un vin qui a un très bon potentiel de vieillissement aussi. Oui, on peut le garder combien de temps ça devrait? Disons que l'optimum, il faudrait au minimum attendre 5 ans pour pouvoir le consommer. Et c'est un optimum entre 5 et 10 ans d'âge. Mais c'est des vins qui vieillissent très bien. En cave, on a encore des 85 qui sont d'une très grande fraîcheur, malgré leur bel âge. Ouais. Très agréable en bouche. C'est quelle année celui-là? 2004. 2004. Oui. Millésime qui est actuellement disponible. D'accord. Sachant sur ce genre de vin, on privilégie toujours des millésimes qui sont prêts à boire. Oui, parce que on dit vous gardez un petit peu de côté. Oui, sachant que dans leur jeunesse, c'est des vins qui sont quand même un petit peu austères. Un peu fermés peut-être. Un peu fermés, qui nécessitent un peu de vieillissement. Ils ont besoin d'au moins 3 ans, peut-être 2 ans. Ouais, même un peu plus. 4 ans. En général, c'est plutôt 4-5 ans qui leur est nécessaire. D'accord. Donc le prochain, alors, c'est quel... Donc on va goûter son petit frère, on va dire. C'est un Pinot Gris Rosacer, également en vieille vigne, qui provient de la même parcelle. D'accord. Qui est plantée également juste à côté, une parcelle également qui a 55 ans d'âge. Qui ont été plantés en même temps. Qui ont été plantés en même temps, et ce vin fait notre fierté. En millésime 2007, ce vin fait quand même notre fierté parce qu'il a obtenu une médaille d'or au concours des Pinot Gris du monde l'année dernière. D'accord. Donc un vin qui a été distingué. Un vin qui est sur un registre un petit peu différent, qui est plus un vin de plaisir à boire, je dirais, en dehors du repas. Avant ou après le repas, peut-être? Non? Moi, je boirais en dehors du repas. En dehors? Pour lui-même. À 4 ans. Par exemple. Pour le goûter, voilà. C'est un vin qui se suffit à lui-même, qui n'a pas besoin à mon avis, qui n'a pas besoin d'accompagnement. C'est vrai qu'il a besoin d'un peu de s'ouvrir. Bon, autant le Riesling est à maturité, autant le Pinot Gris est assez jeune encore. Mais notre production est très, très petite, on va dire, donc on n'a pas de stock sur ce vin. On va sur des notes assez fumées.
Et on retrouve un peu la pointe de minéralité qu'on avait dans le Riesling qui va se matérialiser en bouche avec le même type d'acidité qu'on avait sur le Riesling précédemment. Une bouche assez grasse, assez riche, qui fait vin relativement sec malgré la présence de sucre qui est quand même non négligeable, mais qui ne se ressent pas tellement du fait de l'acidité qui est présente. Également avec une petite amertume en finale. Petite amertume qui donne un côté rafraîchissant au vin. Et donc moi je vois ça plutôt comme un vin à boire seul. Ou alors vraiment pour un accord un peu particulier avec des noix de Saint-Jacques ou des choses comme ça. Ah c'est vrai qu'il y a des noix de Saint-Jacques. Vraiment quelque chose de très particulier. Très agréable en tout cas. Un vin qui se suffit à lui-même. Un vin qui a beaucoup de race, qui a beaucoup de personnalité aussi, et qui n'est pas écrasant par sa sucrosité. Souvent les pinots gris ont tendance à être un peu concentrés sur le sucre, on va dire, mais avec qui pêchent un peu par leur acidité et par leur extrait sec. D'accord. Donc le dernier. Et pour finir, on va goûter un Gewürztraminer cuvée Saint-Jacques 2007. D'accord. Donc c'est un Gewürztraminer qui rassemble des vieilles vignes de Gewürztraminer et également des vignes de Gewürztraminer qui sont placées dans le Mühlforst, qui est un coteau très bien placé sur une navire, et qui s'appelle cuvée Saint-Jacques pour plusieurs raisons, parce qu'on habite rue Saint-Jacques, notre église s'appelle l'église Saint-Jacques-le-Majeur, mon père s'appelle Jean-Jacques, donc tout naturellement, tout tourne autour. Nous l'avons baptisé cuvée Saint-Jacques. Et donc c'est un vin qui a toujours des notes de réglisse assez importantes au nez, des notes un peu épicées aussi. C'est un vin qui n'a pas forcément le côté rose fleuri qu'on retrouve souvent sur le Gewürztraminer, qui est plus sur des notes épicées qu'on a majoritairement dans notre secteur géographique. Également un vin qui a beaucoup de grains en bouche, ouais, un beau gras. Une certaine ampleur, une très longue persistance aussi. C'est vrai qu'on sent bien, après il y a une fois qu'on l'a avalé, il revient. Ce côté réglisse qui persiste, qui revient en finale. Et c'est également un vin qui n'est pas dominant sur la sucrosité. Un vin qui est très équilibré entre la sucrosité et l'acidité, qui permet de le laisser et de rendre un vin qui est très digeste. Très digeste et très... C'est un vin qui donne envie d'en boire. Ça c'est vrai. Mais ça, on mettrait ça avec quoi aussi alors? Ça... c'est aussi un vin qui peut suffire à lui-même aussi. Disons que sur un plat, c'est un petit peu difficile. Sur un plat, sur de la cuisine exotique, ce serait un petit peu dur quand même. Là, je verrais ça. Sur un dessert, par contre, c'est un peu... Il faudrait quelque chose qui soit nettement plus sucré. Donc, pourquoi pas sur des sushis, éventuellement. Cuisine du poisson cru avec une sauce un peu relevée. On sent bien aussi un peu ces petites épices là en bouche. C'est une constante de nos Gewürztraminer, enfin des Gewürztraminer de notre secteur. C'est que c'est des vins qui sont plutôt sur des notes épicées, le clou de girofle, des notes poivrées aussi qui reviennent très souvent, qui sont très caractéristiques, qui font un peu oublier ce qu'on pense toujours du Gewürztraminer, le côté rose, le côté chèvrefeuille, qui n'est pas forcément présent ici. Et ça vient en partie du type de sol argileux de nos secteurs, qui donnent des vins qui sont plutôt sur des notes épicées, plutôt sur des vins un peu plus puissants que sur des vins graciles, on va dire. Bon bah merci alors voilà, pour tout ça. Un petit éventail de ce qu'on peut produire comme vin. C'est super. Avec plaisir. C'est la dimension humaine, c'est bien fait, c'est fait avec amour. Avec amour, avec le respect de la vie. Voilà. Bon, bah, c'est des vins qu'on espère être à notre image en fait.
Ils ont l'air de l'être. Hein. On essaie de faire